Retour sur cet accident de la circulation, Patrick Ngwanya et Jeanne Nyonta. Sous ce camion, le corps sans vie d'une femme enceinte, la trentaine sonnée. C'est aux environs de 1 h du matin que le drame s'est produit dans l'arrondissement de Njombe Penja, dans le département du Mungo, sur la nationale numéro 5. Le chauffeur a pris sa pause au poste de péage, là, selon ce qu'on dit. Alors, quand il a repris la route, le conducteur de moto-taxi, il venait de la gare. Et il était en compagnie de la femme qu'on a trouvée là, parce que le chauffeur serait aussi mort quelque part là. Alors, il est de bavarder. Il était en train de bavarder. Donc il s'est tourné derrière, il était en train de parler à la femme en grondant sauvagement. C'est ce que le gendarme me dit là, non, qui était témoin sur la place. Alors il arrive ici, il ne sait pas, peut-être qu'il est déjà arrivé sur la nationale, il veut traverser, le chauffeur cherche à l'esquiver. Le chauffeur camion? Oui, c'est ici là qu'il a percuté, derrière là où vous êtes là. Les témoins de la scène rapportent que le conducteur de moto était en état d'ébriété très avancé. Il a vraiment manœuvré beaucoup pour esquiver les besquineurs, mais hélas, ils sont venus ancrer en bas du camion. Donc, bon, c'est que le sauveur a fait beaucoup d'efforts. Vraiment, c'est dégueulasse. Celle qui est morte là, elle était ensemble avec lui au deuil à Kaouton, la veillée d'une maman qui est décédée. Et le chauffeur avec qui ils sont décédés ensemble a beaucoup bu aussi. En prenant la moto, on lui a dit à Kaouton que madame ne monte pas parce que comme tu vois l'état du chauffeur, là, il est sous. Elle est toujours montée. Et ils sont arrivés ici. Le camion sortait de Douala avec sa marchandise pour aller à Bafoussam. C'est là où il a trouvé comme ça. Il fuit même le besquineur. Il ne s'est pas ancré le chauffeur. Les riverains déplorent aussi la réaction tardive des autorités administratives de la localité. Que l'accident ait eu lieu à minuit 55 bien sûr. Et c'est à 8h30 que l'autorité de la place se présente pour venir soulever le corps. Ce n'est pas bien. Enfin, c'est insignifiant de savoir que nous avons des autorités dans la ville et qui ne font pas leur travail. Actuellement, c'est une société qui est en train de venir au secours de ce truc-là. Hein. Ce n'est pas l'État qui fait ça, hein. C'est une société privée qui est en train de faire ça. Vous savez ça? Autorité. Donc c'est depuis 1 heure que les corps sont là. La voiture est là. Si le sous-préfet avait donné peut-être l'autorisation, qu'on casse les voitures et on vide, même avec les mains, nous sommes beaucoup. Nous pouvons bien soulever la voiture. Ce sont les vies qui sont en bas. Ça ne doit plus vivre. Le conducteur de moto-taxi rendra lui aussi l'âme dans un centre hospitalier de la place. Un autre fait de société, mais cette fois-ci dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Nous mettons le cap dans le 4e arrondissement pour nous rendre dans un établissement d'enseignement secondaire public, précisément le lycée de Mambanda. Cet établissement qui croupit déjà dans un environnement insalubre et particulièrement enregistrant au quotidien des inondations dues à sa situation, puisque dans une zone particulièrement marécageuse, plusieurs salles de classe ont par ailleurs subi les affres de dames pluie durant la journée de mardi dernier. Tôles et autres charpentes se sont retrouvées dans les salles de classe. Fort heureusement, ces salles étaient vide après les examens pour le contrôle de la 5e séquence de cette année scolaire 2020-2021. Retour sur cette situation particulièrement difficile pour laquelle les élèves et les responsables de l'établissement lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités dans ce reportage. Scène de désolation au lycée de Mambanda, dans le 4e arrondissement de Douala, après le passage de dames pluie. Ici, l'effondrement de la toiture et de la charpente oblige les élèves à déserter ces salles de classe. À la journée de mardi, aux environs de 14 h, il y a une très forte tornade qui a sévi dans la ville de Douala, presque toute la ville. Et cette tornade n'a vraiment pas épargné le lycée bilingue de Mambanda. Si vous avez pu le constater, elle a emporté une toiture de près de 6 salles de classe.
Et nous disons grandement merci à Dieu parce que les enfants de 4e qui composaient dans cette salle venaient à peine de libérer les salles. Vous voyez que si la tornade avait eu lieu 1 heure avant, je peux vous assurer que c'est l'hécatombe que nous allons vivre dans cet établissement. Au-delà des intempéries qui guident le quotidien des apprenants au lycée de Mambanda, le cadre de travail en lui-même est un véritable casse-tête chinois à la fois pour les responsables de l'établissement, les enseignants et les élèves. La difficulté majeure, c'est l'accès à l'établissement. Vous voyez qu'à partir du marché jusqu'au lycée, vraiment c'est de la mer à boire. C'est la mer à boire. Donc si des dispositions peuvent être prises pour que notre route là soit assainie, nous viendrons travailler ici avec beaucoup de sérénité et beaucoup de joie. Il y a l'eau en route, monsieur. Et pour arriver au lycée, il faut enlever les babouches. Il faut enlever les chaussures, monsieur. Et dès que tu arrives au lycée, monsieur, il y a encore l'eau, monsieur. C'est difficile chaque matin quand il pleut. L'accès pour se rendre à l'établissement, c'est très difficile. À cause des mâts d'eau, les motos qui passent. Et l'état de la route est très mauvaise actuellement, surtout en cette saison de pluie. J'ai déjà eu à perdre des cahiers dans l'eau. Et même quand nous arrivons à l'école, c'est très difficile parce que nos toits sont percés et la pluie nous mouille gravement. Situé dans les bas-fonds marécageux de Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, le lycée de Mambanda semble être l'un des établissements secondaires maudits de la capitale économique du Cameroun, Douala, et ce à raison du mauvais état de la route qui conduit vers ce temple du savoir. Il y a les creux de partout, qu'on essaye d'abord même de rembler, creuser les rigoles, parce que l'eau ne passe pas, l'eau reste en route et au fur et à mesure que ça reste en route, ça stagne et ça garde la route. Nous, on ne parvient pas à marcher. Quand on est en route au cimetière pour entrer ici, c'est au moins 200, 300 francs. Seulement pour venir ici, on fait 1 heure de temps en route, donc c'est énorme. Un élève ne peut pas bien se chausser. Première des choses. Les parents se défendent à payer les chaussures, ils ne peuvent pas se chausser à cause des mâts d'eau et trop d'eau. Sur les motos deviennent encore chères parce qu'ils n'ont pas possibilité de traverser les mâts d'eau avec les élèves sur leur moto. Quand il pleut, nous avons un problème de difficulté en route. Les élèves ne parviennent pas à circuler. Trop d'eau comme vous voyez là. Acquérir le savoir au lycée de Mambanda est un véritable parcours du combattant. Mais tout de même, il faut y aller chaque jour pour être instruit et éduqué dans cet établissement d'enseignement secondaire général dans lequel élèves et responsables crient et appellent au secours les pouvoirs publics. L'insécurité est de plus en plus grandissante au Cameroun et cette insécurité est parfois le fait des armes qui circulent sans véritable autorisation des pouvoirs publics. Le constat a été fait à Yaoundé lors d'une concertation par Paul Atangandi, le ministre de l'administration territoriale. Il annonce la suspension de la vente des pistolets traumatiques. Retour cette décision du ministre de l'administration territoriale dans ce reportage que signe John Peter. Paul Atangandi ne veut plus de vente de pistolets chromatiques. C'est la quintessence de la réunion de concertation avec les propriétaires des armureries au Cameroun, tenue ce jeudi dans la salle de conférence du ministère de l'administration territoriale. Avant le huis clos, le membre du gouvernement a prononcé en disposition prise par le gouvernement qu'il y ait la prolifération et la circulation illicite des armes à feu, ce qui constitue une réelle menace pour la sécurité du pays. Le ministre Paul Atangandi a ensuite indiqué qu'à ce jour, le nombre d'armes à feu en circulation au Cameroun est largement supérieur au nombre d'autorisations d'humains accordées par le MINAT. En effet, plusieurs personnes détiennent des armes à feu sans moindre autorisation. Cette situation est davantage par le fait que, contrairement à ce qui est prescrit par la loi, les différents responsables d'armurerie ne tiennent pas toujours de manière systématique les fiches numériques devant permettre de retracer toute opération effectuée. Nous sommes des honnêtes citoyens qui respectent les institutions de notre pays. Je me dois de le remercier pour ce qu'il a fait. Le ministre a donc instruit, au regard du contexte sensible actuel et compte tenu de l'usage abusif des armes d'autodéfense et de type automatique par des individus de moralité douteuse,
que la vente des pistolets automatiques soit suspendue sur l'étendue du territoire national avec effet immédiat. Au regard du contexte sécuritaire actuel, la vente des pistolets automatiques est suspendue sur l'étendue du territoire national à compter de ce jour. Paula Tangandi, qui est par ailleurs le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, une situation inhabituelle. À Mora, dans l'extrême nord du Cameroun, il est question de la réinsertion des ex-combattants de Boko Haram à travers les centres de démobilisation, désarmement et réinsertion. À l'effet, le coordinateur national des CNDDR est sur le terrain, Fayengo Francis, est allé porter le message une fois encore des pouvoirs publics pour à la fois associer sur la même table les autorités administratives, les forces de maintien de l'ordre, les communautés d'accueil, mais surtout ces ex-combattants pour une cohésion et une mise ensemble des efforts afin de participer à la pleine intégration de ces ex-combattants. Reportage. C'est un constat amer qui a été fait par les responsables du Comité national de démobilisation, désarmement et réintégration. Tous les acteurs en rapport avec le CNDDR n'ont pas le même niveau d'information, raison pour laquelle il faut rectifier le tir sur le terrain et mieux sensibiliser les bénéficiaires directs que sont les ex-combattants de Boko Haram pour le cas de l'extrême nord du Cameroun. Quant aux acteurs communautaires et aux experts des questions sécuritaires, leur déploiement sur le terrain doit être conséquent. Pour Fayengo Francis, coordinateur national du CNDDR, les différents processus et modules mis en place doivent être à la portée de tous. C'était pour remettre chacun au même niveau de compréhension. Parce que pendant notre descente sur le terrain, nous avions constaté que les gens n'ont pas assez compris ce que c'est que le DDR. Nous avons donc pensé que quel que soit le niveau, que ce soit les ex-associés, que ce soit les autorités locales, administratives, politiques et municipales, il était nécessaire pour nous de venir dire cela. Il est question que la communauté d'accueil des ex-combattants de Boko Haram et ces ex-combattants eux-mêmes jouent leur partition dans cette phase de réarmement moral qui se tient à Mora, à l'extrême nord du Cameroun. Nous avons profité également pour venir échanger avec nos ex-associés. Leur remettre, je vais tout à l'heure leur remettre le cas. Donc c'est permanent, donc descendre sur le terrain. En plus donc de cela, on est venu voir comment le centre marche. Et je voudrais vous prier de porter ce même message pour dire aux gens de prendre la peine de savoir que le DDR c'est un processus qui a été déclenché par le chef de l'État, son Excellence, qui a son temps et qui c'est un processus un peu long, c'est un processus coûteux et il faut donc que vous nous aidiez à appeler à la patience de tout le monde. La rencontre de sensibilisation qui a mobilisé autour du numéro 1 de la région de l'extrême nord du Cameroun, Mediawa Bakari, des autres autorités administratives, forces de l'ordre et de Fayengo Francis, coordinateur national du CNDDR, et qui s'est déroulée sous forme d'enseignement théorique, a aussi donné lieu à une distribution des denrées et autres produits pour ainsi prendre mieux en charge ces pensionnaires du centre DDR de Mora. Après l'extrême nord du Cameroun, mettons à présent le cap à Banganté, chef du département du Ndès, dans la région de l'ouest du Cameroun. Là-bas, les populations sont dans l'attente de l'élection du tout nouveau maire. La session de plein droit prévue jeudi a malheureusement accouché d'une souris. L'élection ne s'est pas tenue comme cela avait été annoncé par les autorités administratives. Et pour les populations, l'attente n'a trop que duré. Il faut davantage pour les conseillers municipaux de s'entendre et de désigner finalement le maire. Le reporter Patrick Nguyen, Oscar Kumtata ont sillonné les artères de Banganté ce vendredi au lendemain de cette session qui, une fois de plus, a été reportée à une date ultérieure. Suivons plutôt le reportage.
C'est un événement inédit qu'ont vécu hier les populations de la ville de Banganté. La session de plein droit de la commune a frôlé l'émeute. Ce vendredi matin, les populations n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi l'élection du maire coince. Moi, je pense qu'il y a des problèmes internes. Il y a un problème de fond qu'il faut résoudre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi? Parce que tout ça devait être fini lundi. Et qu'aujourd'hui, là, nous sommes déjà le 7. Nous n'avons pas encore de maire à Banganté. Donc, si le problème de fond est résolu dans les deux camps, parce que moi, je vois que c'est un problème de clan, il va falloir que... Parce que nous avons déjà mal et de vivre dans une ville comme Banganté et que nous n'avons pas de maire. Pour d'autres, il s'agirait tout simplement d'une manipulation de conscience teintée de jeu d'intérêt. Parce que vraiment, c'est aberrant. Parce que des gens qui, dans les primaires, ont eu à voter quelqu'un, arrivent encore à désister. Cela voudrait dire qu'il y a problème. Sûrement, il y a eu, comment on peut dire, on a dû manipuler des choses et il y a eu intimidation. Si les gens, le lendemain, après avoir voté, désistent, refusent, contestent leur vote, cela voudrait dire qu'ils n'étaient pas libres au moment du vote. Après 72 heures, c'est possible. Nous disons tous, les préliminaires ont été faits. Nous, les jeunes de Banganté, nous demandons au comité central de respecter la discipline du parti. J'en ai terminé. La voie du vote semble être l'issue idoine pour apaiser les deux partis, même si le conseiller Eric Niat ne l'entend pas de cette oreille. Donc il n'y a pas de problème quand il y a un candidat qui vient se manifester. Quand il y a eu primaire, ça c'est dans une association. Il faudrait arriver devant le législateur pour, pas le législateur, disons que chez l'autorité administrative, légaliser, entériner ce protagoniste. En début de semaine, le préfet d'Undé, Ernest Ewango Boudou, précisait déjà au sortir de la première session de plein droit que force revient à la loi, mais nous pouvons constater sans embâche que rien de ce qui a été dit n'est respecté. Vous n'avez qu'à ouvrir le code général sur la décentralisation, vous allez voir que toutes les dispositions sont prises pour régler ce genre de problème. Dans les 3 jours, si on ne parvient pas, la loi dit également que c'est absolu de quorum, on va directement aller à la majorité. Donc les dispositions sont prises. Bon, nous avons tout simplement invité les conseillers municipaux à un grand sens de responsabilité. Depuis hier, le mystère est tout entier quant à l'issue de cette élection du maire de Banganté. En attendant, la vie continue, bon gré mal gré. La vie continue bon gré mal gré à Banganté, autorité administrative. Nous parlons toujours des collectivités territoriales décentralisées et nous mettons le cap dans le nord-ouest du Cameroun pour nous intéresser à Emmanuel Akebe, qui est le nouveau maire de Djinkwa dans le département de la Momo, région du nord-ouest Cameroun. Le nouveau maire a pour principal objectif redorer la santé financière de cette collectivité territoriale décentralisée. Patrick Ngoignan et Georges Israël Eto. Emmanuel Akebe est le nouveau maire de Djinkwa dans l'arrondissement de Bengui, département de la Momo, au nord-ouest du Cameroun. Il a été officiellement installé à sa nouvelle fonction au cours d'une cérémonie de prestation de serment sobre et réservée. Swear on my honor and pledge to conduct the affairs of the council and serve the interests of all its inhabitants without discrimination or favoritism, and compliance with the laws and in accordance with the values and principles of democracy, national unity and the integrity of the republic. Son cheval de bataille pour cette première mandature reste le maintien de la cohésion entre les populations, mais surtout la lutte contre la corruption et le népotisme qui ont longtemps gangréné cette municipalité. Moi, comme eux, j'ai aussi suivi tous ces nouvelles de la corruption, le détournement de fonds qui étaient
alloué à cet arrondissement, à cette municipalité pour leur développement qui a été mis à côté par les communes. Je ferai tout mon mieux avec eux pour voir comment on peut repérer là où il y a des problèmes. On peut repérer les gens qui sont responsables de cet détournement, que soit ils doivent répondre à la justice, et s'ils ne sont pas là, on va envoyer tout ce qui a fait à l'administration et le secteur judiciaire. Et pour le reste, je vous l'ai dit, je ferai mon mieux. Emmanuel Akebe remplace ainsi Andrew Ichambi, décédé le 28 novembre 2020. Cette cérémonie de prestation de serment était supervisée de bout en bout par le préfet de la Momo, Benoît Etapa Fouda. En sport football, la 11e journée du championnat national Elite One se joue ce week-end précisément. C'est pour ce qui est de la poule A, pour lesquelles les rencontres sont alléchantes les unes les autres. Rappelons que cette poule A se ferme précisément autour de ce championnat national Elite One. John Pitanka pour nous présenter les différentes affiches. Objectif vaincre ou mourir pour l'Union sportive de Douala, qui n'a plus droit à l'erreur lors de cette 11e journée du championnat Elite One, qui se joue ce dimanche dans l'ensemble du triangle national. Et pour atteindre leurs objectifs, les Nassara Gamakai doivent impérativement s'imposer devant PWD de Bamenda, un club qui va bien en championnat avec une 3e place dans le ranking. Du reste, Eding Sport de la Léquier, dans le derby de la région du centre, accueille le bon dernier Yaoundé Football qui n'a toujours aucune victoire en élite cette saison. Stade Renard de Melon croise le fait contre un Dragon en confiance après sa victoire de la 10e journée face à l'Union sportive de Douala. D'un derby à un autre, celui de l'Ouest mettra aux prises au stade de Bafoussam, Fovu de Baham Andiko FC de Bandjoun. Gel de 2e place au stade municipal de Mbouda, entre Bamboutos de Mbouda 4e avec 15 points et AS Fortune à 2e avec 18 points. Avion FC Dunkam sera exempt lors de cette 11e journée. Au classement non officiel à l'issue de cette 10e borne dans la poule A, Fovu est leader avec 18 points. C'est le même nombre de points que compte AS Fortune à 2e. PWD est 3e avec 15 points et dans la zone rouge, Union est 10e avec 6 points et Yafoot 11e avec 2 points seulement. Toujours en sport football, éliminatoire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur de Lion d'Ontabu du Cameroun à l'occasion a rendu officielle une liste de 36 joueurs présélectionnés pour la phase FIFA. Présentation de ces 36 joueurs, John Pitanka. Ils sont 36, les joueurs présélectionnés pour la prochaine fenêtre FIFA. Dans les cages, Davis Epassi du Paslamia en Grèce fait son baptême du feu et il sera accompagné de 4 autres habitués au poste, à savoir Fabrice Ondoa du NK Istra 1961 en Croatie, de Simon Omosola d'AS Vita Club en RDC et de Blondine Ouke de Stock City en Angleterre. En défense, ils sont 11 pré-convoqués avec en bonne place le contingent français absent du dernier regroupement. Duplex Tiamba du Scrub Godzet en Norvège, qui n'avait joué qu'avec les U23 de Rigobert Song jusqu'ici, est promu en équipe A. Avec lui, Nou Tolo de Seattle Sounders aux États-Unis. Jean-Claude Bilong de Hatay Sport en Turquie est le newcomer. Et pour le reste, Faye Collins du Standard de Liège, Jérôme Ongene du FC Genoa, Michael Ngandengandui de la Gantoise, Harold Moukoudi de Saint-Étienne, Olivier Baizo d'Union Philadelphie, Jean-Charles Castelletto du FC Nantes, Meya Piafongen de Fauve Azur et Joskim Dawachakunte de Valmiria sont de la partie. Au milieu de terrain, à part Léa Siliki de Rennes et Ivan Neyou de Saint-Étienne qui n'étaient pas là à la dernière fenêtre, c'est pratiquement les mêmes. Koundé Malong de Mayence, Franz Amboangissa de Fulham,
Arnaud Djoum d'Al Rayed, Jean Onana du Royal Excel Mouscron, Yann Brice Eteki de Granada, Martin Anla d'Antwerp et Samuel Umgwe d'Altac sont tous rappelés. En attaque, Karl Toko et Kambi de Lyon, Christian Bassogok de Shanghai Shenhua, Eric Maxime Choupo-Moting du Bayern, Stéphane Baoken d'Angers et Ignatius Ganago de Lens sont de retour. Avec eux, Ako Asomo du FC Rika, Vincent Aboubakar de Besiktas, John Merry d'Avispa, Muminga Malo du Young Boys, Serge Tabekou du Royal Excel Mouscron et Clinton Dié du Dynamo Moscou doivent marquer les buts. Une liste qui sera réduite dans les prochains jours puisque seulement 23 joueurs entreront en stage. Un stage justement qui débute le 31 mai 2021 pour s'achever le 15 juin de la même année. Et puis à l'international, nous rendons au Burkina Faso où les coupures de courant électrique sont devenues le lot quotidien des populations qui aujourd'hui ne savent plus à quel sens se vouer. Burkina Faso, les températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés. Un cauchemar pour beaucoup. Depuis ce matin, le restaurant d'Aminata a déjà subi plusieurs coupures d'électricité. Le courant s'est coupé 3 fois. L'eau là, on met ça là. Ça fait 3 jours aujourd'hui. Ce n'est pas formé, c'est frais seulement. Quand il y a coupure de courant, on n'arrive pas à vendre de la glace et la facture vient chère. Aminata n'est pas la seule à être affectée par les coupures d'électricité. De l'autre côté de la ville, au moment de payer leurs factures, plusieurs Ouagalais font le même constat. Ça va bientôt 2 mois comme ça. À partir de 11h jusqu'à 15h, il y a coupure de courant. L'année passée, ou peut-être 2 ans de cela, c'était vraiment de longues coupures, quelque chose qui partait peut-être autour de 2 heures, 3 heures de temps. Mais cette année, depuis que ça a commencé, en tout cas, ça ne dépasse pas 1 heure de temps. La solution devait venir de l'énergie solaire. Dans cette immense centrale solaire, miroitent près de 130 000 panneaux. Située à Zaktouli, à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, elle a été inaugurée en grande pompe lors de la visite du président français Emmanuel Macron en 2017. L'objectif était de devenir autosuffisant en énergie. Mais aujourd'hui, le Burkina Faso importe 65% de son électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana voisin. Et pour le ministre de l'énergie, cette dépendance explique les coupures de courant répétitives. Quand il y a une coupure au Ghana, nous sommes délestés de pratiquement 120 MW. Dès qu'il y a un problème technique, nous envoyons des équipes sur place rapidement. Mais nous sommes conscients qu'il y a encore beaucoup à faire. Dans les années à venir, et déjà avec les investissements que nous avons, le Burkina Faso sera complètement autonome avec de l'énergie solaire. Entre 2015 et 2020, le taux de Burkinabés ayant accès à l'électricité est passé de 18 à 45%, essentiellement dans les zones urbaines. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Europe sont réunis à Porto, au Portugal. Il est question de redonner foi à l'Union européenne. Ce n'est pas la première fois que les 27 se réunissent pour annoncer un tournant social. Mais cette fois, la crise sanitaire pourrait changer la donne. Depuis plus d'1 an, le Covid-19 fragilise les économies du vieux continent et accroît les inégalités. Particulièrement touchés, les travailleurs précaires, les femmes et les jeunes. Cette crise nous a révélé l'importance du social. Parce que nous sortons d'une époque, moi je suis très clair là-dessus, où finalement le social, c'était tout au plus un correctif qu'il fallait avoir, mais que ce qui primait d'abord, c'était le fonctionnement de l'économie, la compétitivité, le social, bon, ça venait quand tout était réglé. Pour transformer les paroles en actes, Bruxelles prévoit une feuille de route sur 10 ans avec des objectifs chiffrés. Un emploi pour près de 80% de la population active. Un salaire égal entre les hommes et les femmes. Des activités de formation pour au moins 60 millions d'Européens. Et la fin de l'extrême pauvreté pour 15 millions de personnes. Mais pour cela, il faudrait une meilleure harmonisation des politiques sociales des 27. Les pays du Sud comme la France, l'Italie ou le Portugal y consentent, tandis qu'au Nord, cette convergence fait peur. À l'Est, c'est la compétitivité qui prime.
Il y a 3 ans, à Göteborg, en Suède, les dirigeants européens s'étaient déjà entendus sur une vingtaine de mesures sociales à mettre en œuvre. Le fameux socle européen, resté depuis une coquille vide. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au terme de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.